Hello, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avions vu la préparation du vol dans la salle de briefing avec l'ensemble de l'équipage. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Aujourd'hui, nous allons voir plus particulièrement l'arrivée et la préparation de l'avion. Donc, nous arrivons à la fin de notre briefing, en salle de briefing qui est au sol, et nous dirigeons tout l'équipage ensemble vers l'avion. Deux cas sont possibles. Soit vous êtes dans un aéroport et on a un passage de sécurité dédié à l'équipage. Dans ce cas, on est en petit comité et puis on va se faire contrôler exactement comme tous les passagers, mais dans une voie à part. Ou bien l'aéroport n'est pas équipé de ce genre d'infrastructure et on va passer avec les passagers en doublant toute la queue, mais en faisant quand même le même contrôle. Petite anecdote au passage, il arrive de temps en temps que vous voyez des passagers qui tirent un peu la tête quand ils voient qu'on les double alors que ça fait longtemps qu'ils attendent dans la queue. C'est assez amusant comme situation, je ne vois pas en train de faire la queue pour aller au travail comme j'imagine pas le boulanger faisant la queue avec ses clients avant de pouvoir prendre son service. Et puis de toute façon, les passagers partiront pas sans nous. Et pour ceux qui ne sont pas sur le même vol que nous, vous inquiétez pas, l'avion ne part pas sans des passagers qui sont déjà enregistrés, surtout si vous avez un bagage qui est en soute, pour des raisons de sécurité. Donc bref, nous passons notre poste de sécurité et nous arrivons à l'avion. Encore une fois, plusieurs situations sont possibles. Soit vous arrivez sur un avion qui vient juste de se poser avec un autre équipage et on fera une passation de suite avec cet autre équipage. Une passation qui va se résumer principalement à la situation technique de l'avion, s'ils ont remarqué qu'il y avait des choses particulières, une vibration à surveiller, des choses qui ne sont pas encore importantes, mais sur lesquelles ils veulent attirer notre attention. Et ils pourront également nous dire si la situation météo réelle qu'ils ont observée, les turbulences, étaient effectivement fortes, ou si c'était pas si grave que ça. Toutes ces petites choses qui fait que, ok, on sait à quoi s'attendre. S'il n'y a pas d'équipage juste avant dans l'avion, c'est que l'avion était soit en train de dormir tout seul au parking et on va juste arriver, ouvrir la porte et le prendre en compte, ou bien peut-être qu'il y avait des mécaniciens qui étaient encore dessus, qui avaient travaillé toute la nuit pour faire la maintenance annuelle du moteur, et dans ce cas-là, ils vont également nous faire une passation de suite beaucoup plus technique dans ce cas-là. Une fois que l'avion est pris en compte, nous allons pouvoir commencer à nous installer. Donc ça peut paraître simple, mais la première chose qu'on m'a appris dans mon tout premier vol de pilote de ligne, c'est la première chose quand tu arrives, c'est tu mets tes affaires à leur place. C'est naïf, mais ça suit un flow. Et effectivement, on a besoin de ça pour rester dans un canevas standard pour ne rien oublier. Et effectivement, la première chose à laquelle je pense, moi, quand j'arrive à l'avion, c'est ranger ma veste, mettre mon stylo dans tel coin du cockpit, poser ma mallette, sortir ma tablette, l'accrocher dans le coin, puisqu'on travaille avec beaucoup des écrans tactiles aujourd'hui. Et déjà, je me suis installé. Ensuite va venir la mise en électricité de l'avion. Donc en fait, on va allumer la batterie, ce qui va déjà allumer des premiers voyants. Mais on ne va pas mettre qu'une batterie, on va également connecter un groupe de parc, puisqu'on va rester sur un courant batterie pendant un petit moment, on n'a pas envie de l'user et de la finir en faisant rien. Donc on prend un groupe électrogène au sol qui nous donnera de l'électricité. On a notre avion qui est alimenté et ça nous permet à ce moment-là de voir déjà un certain nombre de voyants et de capteurs qui pourront nous dire le niveau de carburant effectivement dans l'avion et le niveau d'huile et certains voyants d'alarme, certains tests en incendie, par exemple détecteurs incendie qui seront mis en route. Si on veut comparer ça à ce qu'on vit quand on démarre notre voiture, c'est la même chose que vous mettez votre clé et vous faites le premier cran de clé. À ce moment-là, il y a des petits trucs qui se mettent en route, vous avez les lumières qui s'allument, le nombre de kilomètres parcourus, et puis le nombre de kilomètres depuis que vous n'avez pas fait la dernière maintenance de la marque de la voiture, par exemple. Donc ce genre d'information, c'est exactement la même chose, sauf que nous, c'est batterie et le courant au sol. C'est également le bon moment pour pouvoir faire la demande, si elle n'a pas déjà été faite avant, au personnel sol de la quantité de carburant que nous avions décidé au briefing. Donc on peut leur dire, tiens, il faut mettre du carburant jusqu'à temps. Et eux, ils vont s'en occuper à ce moment-là. Ensuite, un des pilotes, commandant de bord ou copilote, ça dépend des compagnies, ça dépend des étapes, ça dépend des choix personnels, va faire la visite extérieure de l'avion. Donc en fait, il va marcher autour de l'avion en passant par des endroits clés et il va vérifier toutes les petites choses qui pourraient dépasser en fait. Toutes les parties mobiles, les ailerons, les volets, toutes les parties qui s'allument, les ampoules, les verres, tout ce qui se casse, tout ce qui dépasse les petites antennes,
Tout ce qui dépasse pas les petits trous, hein, on a des ouvertures qui font des prises de pression et tout ça, on vérifie qu'ils ne sont pas obturés. Tout ce qui coule, les fluides, les amortisseurs, les vérins, on vérifie que ça ne suinte pas, qu'il n'y a pas des gouttes à gouttes sous les moteurs aussi. Tout ce qui tourne, les fans de moteur, on vérifie que ça tourne bien, qu'il n'y a pas un jeu ou quelque chose qui n'est pas normal dessus. Tout ce qui peut fuir, j'avais déjà dit, pour l'hydraulique. Et puis voilà, donc c'est un tour qui parcourt tous les endroits sensibles et il retourne à l'avion. Pendant que ce pilote fait le tour, le deuxième, lui, va se retrouver simplement à préparer l'ordinateur de bord, qui est ce qu'on appelle un peu notre troisième pilote. Les informations qu'on va lui donner, c'est un peu toutes celles qu'on a vues, c'est-à-dire la route, les altitudes, certaines conditions météo, en particulier des températures et des pressions, et ce qui est prévu comme masse de carburant et ce qui est prévu comme masse de passagers d'après les éléments qui sont à notre disposition à ce moment-là. Quand le deuxième pilote revient dans l'avion, nous sommes tous les deux, on peut finir de vérifier que les systèmes sont à l'état initial ou déjà démarrés selon l'étape. Il y a 4 grands systèmes dans un avion. C'est principalement le carburant, l'électricité, l'hydraulique et le pneumatique. Donc le carburant, pour l'instant, pas grand-chose, ce sera juste pour démarrer les moteurs plus tard. L'électricité, on a déjà pris le courant du sol. L'hydraulique, elle est prête à être mise en route par les moteurs quand ils seront démarrés. Et le pneumatique, c'est la pressurisation, la climatisation, mais elle aidera aussi à démarrer les moteurs. Donc tout doit être dans un état initial et la préparation des fréquences radio pour la route qui va venir. Une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir vérifier que le reste du personnel également finit sa partie du travail et commencer à s'assurer avec le contrôleur que la route que nous allons suivre correspond à ce que nous attendons. Donc, d'une part, nous allons prendre une clairance. La clairance, c'est l'autorisation qu'on demande au contrôleur pour le départ et il va nous donner les premiers éléments de route sur les 10 premières minutes d'un point de vue latéral et d'un point de vue vertical. Il nous dira vous suivrez tel chemin jusqu'à telle altitude et vous contacterez telle fréquence quand vous arrivez à cet endroit-là. On le note, on l'inscrit également dans l'ordinateur de bord si ce n'était pas exactement la même chose et déjà on connaît à peu près notre départ. Plusieurs choses vont venir par la suite. Les personnels au sol vont nous apporter la load sheet. Donc la load sheet, c'est la fiche de masse et de centrage en français, qui nous résume la quantité et la masse exacte des cargos, des cargaisons qui ont été prises en soute. Ça nous indique également la quantité et la masse des passagers d'un point de vue statistique et leur répartition dans l'avion. Et avec tous ces éléments-là, en fait, on arrive à connaître la masse et la position du centre de gravité de l'avion. Et ces éléments-là vont également être mis à jour dans l'ordinateur de bord. On va également avoir un comptage des passagers qui va venir de la part des équipages de cabine quand ils auront accueilli tous les passagers. Et si le comptage des passagers est correct avec la load sheet, on doit avoir le même nombre de passagers en théorie qu'en pratique, hein, on va pouvoir commencer à autoriser la fermeture des portes. Et les passerelles vont pouvoir s'éloigner. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se briefer entre pilote et copilote. Généralement, un des deux va jouer le rôle de pilote et l'autre va le superviser pendant l'étape. On en parlera sur une autre vidéo. C'est celui qui est censé piloter qui va briefer l'autre pour lui dire ce qui va se passer. Il s'agit de vérifier que nous sommes tous les deux d'accord, et même tous les trois, avec l'ordinateur de bord, sur la marche à suivre. Ce briefing a un format standard qui peut varier d'une compagnie à une autre, mais globalement, le schéma va représenter à peu près ces éléments. On va d'abord raconter la menace du jour, qui peut être différents éléments. On a un orage devant nous, il y a une énorme montagne et il faut virer à droite tout de suite après le départ. Attention, il faut surveiller le moteur, il est de plus en plus fatigué. Bon, on n'a pas trop de problèmes comme ça, je vous rassure. Et ça, ce sera les menaces. Le statut de l'avion, donc en fait c'est la situation technique, hein, donc c'est la MEL qu'on avait vue dans l'épisode précédent, et ça va être vérifier que les éléments et les conditions à respecter pour pouvoir voler avec tel équipement qui ne marcherait pas, éventuellement, sont bien respectés, et qu'on connaît les contraintes que ça nous représente. On va vérifier également que les NOTAM, ce qu'on a vu dans la salle de briefing avant, ont bien été vus et que les contraintes éventuellement, qui pourraient être la piste est plus courte aujourd'hui parce qu'il y a des travaux, sont prises en compte dans l'évaluation de la situation. On va vérifier que tous les éléments météo sensibles ont été pris en compte.
et on va discuter entre nous pour savoir quelle route on attend pour le taxiway, donc le roulage au sol jusqu'à la piste, qui est en fait une partie assez sensible de l'aviation, puisque l'air de rien, c'est quand même ce moment-là qu'on est au plus près des autres avions, donc on surveille bien. Et on va se briefer également sur les premiers éléments de route, en conformité à la clairance qu'on vient de recevoir sur le début du chemin. Donc on va bien se dire, et on va vérifier encore une fois que le troisième pilote, l'ordinateur de bord, est sur la même longueur d'onde. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va même également se rappeler les procédures d'urgence si jamais on avait un problème au moment le pire qui puisse arriver, c'est-à-dire juste après avoir quitté le sol, on a un moteur qui explose, on sait déjà ce qu'on fait dans ces cas-là, on sait qui fait quoi, on sait où on va, on sait ce qu'on va appliquer et on sait rappeler la procédure standard de la façon d'accélérer et de garder l'avion en bonne condition. Quand on sait résumer à peu près tout ça, on vérifie qu'on n'a pas de questions entre nous. Et en principe, ça veut dire que pilote, copilote et pilote automatique sommes tous d'accord sur ce qui va se passer. Vient le moment donc de faire une demande pour la mise en route. Alors, c'est un moment un peu délicat parce qu'on veut le demander quand on est vraiment prêt. Moi, j'ai mon petit mémo technique pour ça. Je fais le tour de l'avion dans ma tête. Simplement, devant moi, j'ai ma clairance je sais où je vais aller. Sur ma droite, c'est les gens qui chargent les containers, les cargos, les valises. Ils sont partis et les portes sont indiquées fermées. Derrière moi, les passagers sont à bord. Le comptage est terminé et il correspond à la load sheet. Et sur ma gauche, le personnel au sol nous a apporté la load sheet, justement, tous les documents pour le départ du vol, et les portes ont été fermées et les passerelles sont normalement en train de partir à ce moment-là. Et enfin, à l'intérieur, nous venons de terminer notre briefing, pas de questions, tout le monde est d'accord. À ce moment-là, je sais que nous sommes prêts à demander la mise en route pour partir. La demande de mise en route est également un point important puisque c'est une heure précise qui sera enregistrée par les contrôleurs aériens et avec le plan de vol qu'ils ont de notre part, ils savent combien de temps il va nous falloir pour arriver à destination et c'est un top chrono qui fait qu'à partir d'un certain temps, on va commencer à s'inquiéter si on n'est pas arrivé et au-delà d'une certaine autre marge, on va pouvoir commencer à déclencher des plans d'urgence si on n'a pas de nouvelles de nous. C'est à ça que ça sert entre autres et ils savent combien on a de personnes à bord et tous ces éléments-là. On a notre autorisation de mise en route, on va pouvoir commencer à partir. Je vous raconte la suite dans un prochain épisode. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Si vous avez bien aimé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en bas. Ça ne vous coûte rien et moi, c'est bon pour mon référencement. Et si vous voulez connaître la suite, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vous dis, restez sur la fréquence et à bientôt.